Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de matinée avec une table ronde qui va être axée sur le témoignage justement des projets de méthanisation qui ont vu le jour ou qui vont voir le jour sur le territoire de proximité. Alors après la première table ronde avec les experts que vous pourrez retrouver tout à l'heure au déjeuner d'affaires, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec des témoignages. Cette table ronde est intitulée donc l'usine au champ. Ça va être vraiment un partage d'expérience avec trois entrepreneurs, entre guillemets, et trois porteurs de projets. On a vu tout à l'heure que c'était pas facile de mener à bien un projet de méthanisation. On va en échanger, on va ouvrir également cette table ronde avec des questions dans la salle, donc n'hésitez pas à préparer tout cela. Donc on va commencer par présenter donc les intervenants avec monsieur Domblin. Donc je vais vous laisser la parole dans un premier temps pour vous présenter et présenter votre structure. Bonjour à tous, Thomas Domblin, je représente la société aujourd'hui Méthane Énergie Verte, qui est donc une société de projet qui a été créée pour porter le développement, la recherche de financement, la construction et l'exploitation d'une unité de méthanisation territoriale sur la ville de Gauchy, donc tout près d'ici, et qui est en partenariat essentiellement avec deux principaux partenaires, que sont Soprocos, qui est une usine de Gauchy qui fabrique des produits cosmétiques et qui est filiale du groupe L'Oréal, et Envitech, qui est un constructeur et exploitant allemand d'origine, mais qui a une antenne en France, d'unités de méthanisation agricole et territoriale. Très bien, alors à vos côtés, nous avons monsieur Lequeux. Alors, dans quel secteur d'activité votre projet de méthanisation est en place? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis agriculteur, éleveur et bientôt méthaniseur dans le département de l'Aisne. Les exploitations se situent entre Laon et Saint-Quentin au niveau de la sortie d'autoroute de Courbe, que vous connaissez. Et certains voient peut-être déjà les bâches des digesteurs et des post-digesteurs de l'autoroute. Donc l'installation va bientôt terminer. Donc l'ensemble des projets, que ce soit l'exploitation, l'élevage ou la méthanisation, est porté plutôt de façon familiale avec mon frère et mes neveux. On est en société sur pratiquement toutes les structures. Voilà, et donc à vos côtés, pour compléter cette table ronde, monsieur Évrard, donc Agriopal, c'est quoi? Donc Christophe Évrard du groupe Agriopal, oui, je suis en charge du développement des nouveaux projets au sein du groupe. Agriopal est un groupe qui fédère une douzaine d'agriculteurs qui exploitent aujourd'hui 9 plateformes de valorisation de biomasse. Ça fait une quinzaine d'années que ça existe. On intervient sur tout le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, auprès des collectivités, des industriels agroalimentaires et des professionnels du paysage notamment, avec historiquement une activité de compostage. On a développé nos activités autour du bois énergie il y a maintenant 5-6 ans, et on avait quelques projets de méthanisation dans les cartons qui attendaient que le flou artistique au niveau réglementaire ne se lève. Et maintenant que c'est le cas, on a une première unité qui est en fin de construction, qui va démarrer début 2015 dans le Pas-de-Calais, avec d'autres projets en réflexion au stade de projet à cette époque, quoi. Donc nous sommes vraiment dans le concret, encore une fois, sur cette table ronde. On va commencer avec votre projet, monsieur Domblin. Vous avez ramené justement un petit support. On va vous laisser le présenter parce que voilà, c'est du projet local. Voilà, et ensuite, donc, on échangera sur les différents points. Alors je reviens déjà sur la présentation des partenaires. J'ai présenté mes deux partenaires, mais je ne me suis pas présenté moi, ou du moins mon employeur. Il m'en voudrait si je ne le ferais pas. Je fais partie de la société Verdesis, qui est donc filiale biogaz et méthanisation du groupe EDF. Donc on intervient sur l'ensemble du territoire français et en Belgique, parce qu'on a été créé historiquement en Belgique, sur le portage, le développement et la vente de l'énergie, puisque filiale d'EDF, on est vendeur d'énergie, de tout type de projet qui valorise du biogaz. Donc historiquement, c'était plutôt le biogaz fatal, donc dit de décharge ou de steppe, et maintenant le vecteur de croissance principal, c'est la méthanisation agricole, collectif ou territoriale, comme c'est le cas ici. Du coup, le support est pas trop orienté sur le projet. Je tiens pas particulièrement à insister sur ce projet-là. On pourra en discuter plus tard. C'est plutôt sur les enjeux des développements de manière générale et de l'exploitation, parce que les deux points sont très importants. Donc, bien sûr, le premier point, on en a parlé tout à l'heure, c'est la sécurisation de l'approvisionnement. On est dans un contexte Picard qui est assez délicat aujourd'hui, parce que on a vu tout à l'heure qu'il y a une forte concurrence des pays limitrophes. On a vanté pendant assez longtemps le modèle allemand de la méthanisation qui était en avance et qui était basé sur un schéma effluent d'élevage et maïs énergétique. Le problème, c'est que les cultures énergétiques
au vu de la hausse de la densité de méthaniseurs sur le territoire flamand notamment et allemand, ont été de plus en plus demandés et les prix ont explosé, ce qui fait que ces unités flamandes et allemandes qui sont de très grosse taille viennent maintenant vampiriser un petit peu le biodéchet français. Elles ont eu besoin d'investir dans des équipements qui soient capables de traiter le biodéchet, puisque d'un point de vue technologique, plus on a une grande diversité de produits en entrée, plus lourd est le process et plus complexes sont les équipements de préparation des matières. Et on constate aujourd'hui, sur une grande moitié nord du territoire français, que beaucoup du biodéchet issu de l'industrie agroalimentaire est aujourd'hui méthanisé en Belgique. On le voit même dans une grande moitié sud de la France sur les matières les plus intéressantes. On a par exemple un industriel qui fait une gélatine alimentaire près de Bordeaux. Et aujourd'hui, sa gélatine est méthanisée en Belgique. Donc on a vu aussi des camions de glycérine, par exemple, arriver d'Espagne sur des méthaniseurs belges. Donc ce souci de concurrence entre les pays est commun sur l'ensemble du territoire français. Alors la cause, justement, pourquoi il y a cette fuite-là déjà sur ce premier point, c'est uniquement une notion de prix d'achat ou c'est simplement le sourcing que vous n'avez pas les contacts en amont? Alors, la difficulté pour un porteur de projet, c'est qu'il n'a pas la capacité ni la connaissance du territoire à aller taper à la porte de tous les producteurs de déchets. C'est un travail de fourmi, donc on a comme interlocuteurs des collecteurs de déchets, qui sont souvent des grands groupes industriels du déchet. Et ces collecteurs-là, aujourd'hui et récemment, perdent de plus en plus de marchés industriels, notamment sur les matières les plus intéressantes. On a donc un métier qui est apparu et qui sont des anciens du déchet, souvent issus de ces groupes industriels que peuvent être Suez, Veolia, etc., qui sont traders de déchets, qui opacifient le marché et qui ont commencé par un bon carnet d'adresses et un téléphone et qui essaient de vendre la matière au méthaniseur le plus offrant. Donc ils font en sorte que le producteur et le méthaniseur ne soient pas en contact direct et du coup ils font une concurrence qui ne permet pas aux collecteurs de lutter, puisqu'ils avaient, eux, historiquement, des contrats, on va dire, moyen terme avec les producteurs de 2 à 3 ans. Et les industries agroalimentaires françaises, aujourd'hui, sont dans des situations économiques parfois délicates, et les déchets qui, il y a 3-4 ans, pouvaient coûter 10 € la tonne en traitement, aujourd'hui, peuvent rapporter 5 ou 10 € la tonne avec un méthaniseur. Donc, ils n'ont pas intérêt à se lier avec des contrats à long terme, et ils préfèrent voir au jour le jour, voir dans quelle mesure cette évolution va être de plus en plus intéressante pour eux. Très bien. Alors, concernant votre projet, la nécessité de sécuriser donc, une part importante des besoins en énergie, c'est donc fondamental. Comment vous avez fait, vous, sur ce projet-ci? Alors, historiquement, on avait, via nos actionnaires et via nos discussions avec les financeurs, l'obligation de sécuriser 100% de l'énergie sur les 15 ans du contrat d'achat. On s'est rendu compte que c'est un business model qui n'est pas envisageable aujourd'hui sur l'ensemble des projets que nous développons, si ce n'est les projets collectifs, enfin les projets agricoles collectifs, mais les projets agricoles collectifs qui ont comme base les effluents d'élevage vont quand même avoir besoin, pour atteindre leur rentabilité et pour avoir un certain confort d'exploitation, d'une matière plus énergétique, qui peut être un maïs énergétique. Si c'est interdit, on va se retourner soit vers un biodéchet riche, soit vers un issu de silo ou une matière équivalente, et qui, elle, va subir la même concurrence des méthaniseurs belges et allemands. Du coup, c'est vrai que récemment, on se rend compte qu'il faut être beaucoup plus créatif sur les montages partenariaux, mettre autour de table les collecteurs de déchets, même s'ils sont apporteurs minoritaires, et essayer de trouver des solutions avec des contrats qui soient plus flexibles, qui soient moins contraignants pour le collecteur de déchets, mais qui en même temps puissent sécuriser l'outil. Il y a beaucoup de travail à faire sur la façon dont on monte les dossiers. Très bien, alors on vous laisse continuer sur la présentation de votre projet, les enjeux. Voilà, donc faire preuve de créativité, je l'ai dit, diversifier les sources. On sait qu'aujourd'hui, récemment, on peut notamment méthaniser des boues urbaines en faisant de l'injection. Tout ça, ce sont des petits ajustements qui permettent aux méthaniseurs français d'être de plus en plus pérennes et de plus en plus pertinents économiquement pour pouvoir lutter contre les méthaniseurs belges et allemands. L'injection, notamment, est un moyen d'améliorer l'équation économique des projets, à donner d'entrées équivalentes. On a des projets en injection qui sont légèrement meilleurs et qui ont donc une meilleure capacité d'achat des matières énergétiques. L'autre moyen, bien sûr, c'est d'améliorer les mécanismes de soutien au projet de manière générale. Donc ça peut être
via les tarifs. On sait que ça va changer prochainement avec la loi sur la transition énergétique. Ça peut concerner la normalisation des digestats, ça peut aussi concerner des primes dédiées sur des matières qui sont vraiment des déchets qui sont plus problématiques. Les autres enjeux principaux du développement, je les ai donc classés en 3 familles. C'est vraiment la validation administrative des projets. On a vu tout à l'heure que les temps de développement sont très longs. Là, sur le projet de Gauchy, on est en fin de développement puisqu'on a l'ensemble des autorisations administratives. Ça a pris beaucoup de temps. On est en train de boucler le partenariat et le montage contractuel. Le truc déjà, c'est que entre la vision initiale d'un projet et ce qu'on va effectivement construire, il y a énormément d'évolutions. On réfléchit, on essaie de voir la logique territoriale, de voir quels sont les gisements disponibles, on réduit la taille du projet, on l'augmente, on change de valorisation énergétique, on essaie de trouver le projet qui est le plus adapté au territoire donné. C'est pour ça que... Il faut une certaine agilité, en fait. Le projet n'est pas figé du départ. Voilà, il n'y a pas de projet reproductible, chaque projet a sa logique. Au-delà du temps passé, forcément, c'est de l'argent. On considère que sur un projet soumis à autorisation, donc au-dessus de 50 tonnes jour, ou tout projet qui reçoit des produits d'origine animale, on est sur des coûts de développement externes, seulement pour les études, entre 200 et 300 à 400 000 euros. 400 000 euros, c'est plutôt en comptant les heures internes, mais c'est des trésoreries qui sont très importantes à débourser avant même de savoir si on va pouvoir faire le projet, donc c'est des enveloppes à risque. Par ailleurs, sur un projet en autorisation, on est quand même sur une diversité d'études qui est très forte, avec des choses qui sont très pointues, sur lesquelles on est en train de monter en compétences et sur lesquelles on arrive à gagner plus de flexibilité en connaissant les process de l'administration et en sachant sur quel point on peut essayer un petit peu de lisser les études avec les premières années d'exploitation. C'est notamment le cas sur les études de sol, sur les épandages, mais quand on ne le sait pas avant, on a tendance à avoir besoin d'énormément de trésorerie pour sortir le projet de terre. Les enjeux, c'est donc essayer de faire les dépenses de trésorerie au fur et à mesure que les voyants sur les territoires passent au vert, de manière à toujours essayer de limiter les enveloppes à risque qui sont dépensées par les porteurs. Une simplification, une standardisation administrative. Donc ça, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et on tend vers cette simplification-là. Et la réduction des temps d'instruction, bien sûr, c'est un enjeu qui est super fort pour nous. Enfin, l'acceptation locale, on l'a dit tout à l'heure. Sur l'ensemble des projets qu'on ait vus, nous, il y a nécessairement une levée de bouclier des riverains. Les principales craintes, c'est bien sûr les odeurs, le trafic routier, les nuisances en termes de bruit. Tout ça se traduit par une perte de dévaluation du foncier. Et souvent, après les réunions publiques qui sont parfois houleuses, les gens viennent vous voir en vous disant « moi j'ai rien contre votre projet, les fondamentaux me plaisent, j'aime bien la méthanisation, mais vous ne le ferez pas chez moi ». Donc malheureusement, c'est super délicat. Et comment vous faites pour justement réussir ce lobbying? Parce que finalement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure à la précédente table ronde, il faut communiquer. Seulement, il faut apprendre à communiquer intelligemment et au moment où on est relativement sûr de la philosophie du projet. Il ne faut surtout pas montrer d'hésitation. Et si le projet subit plusieurs évolutions et qu'on vient voir plusieurs fois les riverains en disant bah non, finalement ça va changer, ça va changer, on risque de perdre en crédibilité. Et il y a toujours quelques frondeurs qui sont des leaders et qui vont essayer d'utiliser tous les failles du porteur de projet pour lutter contre les projets. Et les arguments de traitement des nuisances qui sont maintenant aujourd'hui maîtrisés ou d'absence totale de nuisances olfactives par exemple, qui est la première crainte, ne sont pas fréquemment entendus. Ça dépend vraiment de la vindicte populaire. Du coup, il faut vraiment essayer entre porteurs de projets d'échanger sur les problématiques d'acceptation locale. On a vu aussi que l'acceptation locale, et ça concerne les riverains, mais aussi les élus et les collectivités, on a eu pas mal de difficultés sur des projets en développement suite aux élections municipales de 2014. Quand vous avez un paysage d'élus qui change du tout au tout, si l'ancienne municipalité soutenait le projet, si la nouvelle est de l'autre bord, souvent, on essaie d'utiliser des projets qui sont autres. Donc voilà, ou alors il faut plus accompagner, refaire toutes les démarches de présentation. Donc il faut essayer de phaser les développements des projets avec les enjeux d'élection sur les territoires donnés. Voilà un petit peu pour les enjeux clés du développement.
Un petit point aussi assez rapidement sur les enjeux de l'exploitation. On en a un petit peu parlé tout à l'heure lors de la précédente table ronde. L'exploitation d'un méthaniseur, qu'il soit agricole ou territorial, alors bien sûr, plus on a une grande diversité de matières en entrée, plus fine est l'exploitation, mais il ne suffit pas de mettre les matières et d'attendre que la réaction se passe. C'est une exploitation qui nécessite un vrai savoir-faire, notamment en termes de recettes, c'est-à-dire comment on additionne les éléments dans les méthaniseurs, avec quel rythme, et quels sont les éléments qui ont une chance d'interagir les uns avec les autres. Vous pouvez avoir à utiliser de très grosses consommations de réactifs pour éviter par exemple l'apparition de mousse. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut être éduqué et formé avant de commencer l'exploitation et qui peuvent coûter très cher. Il peut y avoir des dérives qui sont très importantes. C'est pour ça que pour les porteurs de projets et notamment pour les agriculteurs, il faut vraiment qu'ils essaient de prendre des informations et des retours d'expérience autres que les partenaires, aussi bons soient-ils, avec qui ils travaillent, qui sont constructeurs ou bureaux d'études. Il faut essayer d'aller voir des porteurs de projets qui ont des plans d'approvisionnement équivalents ou qui se rapprochent pour voir quels ont été leurs problèmes en termes de problématiques biologiques ou techniques. On rapproche tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mutualiser les expertises, hein, de toute façon, globalement, dans chaque approche. Absolument, mutualiser les expertises et puis s'entourer de gens qui soient pertinents. C'est vrai que le savoir-faire de l'exploitant et vraiment de la personne qui va conduire l'exploitation biologique va influer sur les nuisances, parce que bien sûr, si on adapte les flux et qu'on évite d'avoir des matières qui stagnent et du stock de matière sur site, on va éviter la libération d'odeurs et en plus on va essayer d'optimiser la dégradation des matières, puisque plus on stocke et plus on risque d'avoir un début de compostage de ces matières et une perte de l'intérêt énergétique. Au-delà de ça, un exploitant qui connaît bien son outil va mieux gérer les maintenances prévisionnelles et les pièces à réparer avant que ça casse, et il y a quand même beaucoup de connaissances à avoir sur quels sont les points faibles d'un process biologique. Sur le papier, c'est simple. Dans la mise en œuvre physique, avec le piping et tous les équipements qu'on a sur un site, il faut une vraie finesse et un vrai regard de professionnel pour être capable de l'exploiter au mieux. L'autre enjeu de la partie technique et opérationnelle, c'est surtout de bien sécuriser, avec les constructeurs et avec les bureaux d'études, les données sur la capacité de l'outil déjà à accepter le gisement qu'on va mettre dedans, de sa capacité à bien dégrader les matières et des garanties de fonctionnement. Parce que si on a imaginé 100% de disponibilité d'un outil et qu'on se rend compte qu'en fait, ne serait-ce que le réseau a des indisponibilités fortes et qu'on ne peut pas faire tourner son outil pendant le temps qui était espéré, chaque perte d'exploitation, notamment pendant les premières années de l'exploitation, a un effet très important sur la rentabilité de l'outil à terme. Donc il faut vraiment essayer de bien blinder, entre guillemets, c'est pas le terme le plus adapté, mais les contrats d'exploitation avec le constructeur, et essayer bien sûr de travailler avec des technologies qui sont assez maîtrisées et avec des gens qui ont déjà des références autant que faire se peut. Toujours sur l'exploitation, on a parlé des charges tout à l'heure. C'est vrai que les charges sont très souvent sous-estimées dans les business plans, et l'impact d'une sous-estimation des charges sur la rentabilité et le temps de retour d'investissement de l'outil est très important. On a parlé tout à l'heure de la taxe foncière. Verdesis, on exploite une unité territoriale à Auch dans le Gers, qui est sur un modèle assez proche de celui de celle de Gauchy, donc orienté biodéchets. On a une taxe foncière cette année qui s'élève à plus de 100 000 €. Donc c'est des taxes qui sont très importantes. Le coût aussi RH est souvent sous-estimé. On considère, ou on vend par exemple à l'agriculteur que en regardant son outil 3 heures par jour, il arrivera à le faire tourner de manière efficace et pérenne. C'est faux. Les premières années notamment, le temps qu'il maîtrise bien et qu'il maîtrise son process, il va falloir qu'il y passe beaucoup de temps. Donc ça fait partie des choses qu'il faut bien regarder. L'enjeu assurance aussi est très important. Il y a des assureurs qui maîtrisent très bien maintenant les enjeux de la méthanisation et qui ont des contrats qui sont très adaptés. Donc il faut se renseigner auprès des agriculteurs, déjà sur leur connaissance vis-à-vis de ce secteur qui est assez nouveau. Je l'ai dit tout à l'heure, la consommation des réactifs, c'est un autre des enjeux qui est très important. On a parlé de l'injection tout à l'heure. L'injection,
C'est une méthode de valorisation qui est très intéressante parce qu'on valorise 100% de l'énergie produite avec un tarif de rachat qui est connu et qui est maîtrisé. Seulement, il y a des frais de gestion qui sont très importants. Les gestionnaires de réseau sont souvent très moteurs pour que les projets sortent, mais leur méconnaissance, souvent des enjeux techniques, ont provoqué des frais de gestion qui sont assez importants, donc qui peuvent être réduits au fur et à mesure de la vie de l'outil et de l'exploitation. Mais par exemple, avec GRDF, il faut considérer qu'on a une enveloppe de frais en première année entre location du poste, odorisation, analyse sur la qualité du gaz, aux alentours de 100 000 €. De la même manière, pour faire de l'injection, il faut compresser le gaz, et la compression du gaz est énormément coûteuse en énergie. Il faut être sûr que les ratios utilisés sont ceux qui seront vraiment ceux de l'exploitation. Donc voilà, il y a besoin d'une bonne maîtrise. L'approche du business plan, on le disait encore une fois tout à l'heure, ne peut pas se faire tout seul. Il faut vraiment qu'encore une fois, qu'on ait des témoignages et des retours d'expérience pour avoir une approche et une marge de manœuvre aussi importante pour aller au bout du projet. Tout à fait. Et c'est comme disait monsieur du Crédit Agricole tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, c'est très important d'étudier des crash cases qui sont volontairement des cas défavorables où on va être assez pessimiste. Alors si on est trop pessimiste sur un méthaniseur, c'est sûr que le business plan ne tient pas la route, donc on ne peut pas non plus avoir une vision catastrophique de l'exploitation de l'outil. Mais il faut être sûr que dans un cas défavorable de contexte de marché, à la fois sur le déchet, de fonctionnement technique et d'enjeux d'exploitation, il faut être sûr qu'on arrivera au moins à rembourser l'emprunt. C'est vraiment la condition sine qua non. On va peut-être faire le rebond justement avec l'exploitation de Monsieur Lequeux, justement par rapport à ce business model. Alors, présentez-nous aussi rapidement votre projet. On va passer quelques slides. On reviendra après sur le projet de Monsieur Dombly. Oui, pour faire le parallèle. En préambule, peut-être rappeler quelque chose qu'on n'a pas rappelé depuis ce matin et qui me paraît important quand on parle de méthanisation agricole. C'est deux mots qui vont très bien ensemble et pour un certain nombre de raisons. La production de méthane, et vous le savez certainement mieux que moi pour certains, est le résultat d'une fermentation anaérobie qui découpe des chaînes carbonées assez simples, cellulose, voire hémicellulose, pour produire du CH4, du méthane. Ça, c'est la biologie. Mais le carbone, il provient de où sur la planète? Le carbone qui est au-dessus du sol. Je ne parle pas du carbone qu'on va chercher en dessous. Le carbone qui est au-dessus du sol, il est exclusivement végétal. Soit de la culture, soit la forêt. Il provient de ce phénomène fantastique qui est la photosynthèse. Eh bien, rien qu'avec cet élément, l'agricole et la méthanisation sont des mots qui vont très bien ensemble et qui répondent à une problématique qu'on a traitée ce matin plusieurs fois, celui de l'autonomie de l'approvisionnement. Si les agriculteurs, on est les principaux producteurs de carbone sur cette planète, ça veut dire qu'en même temps, on est propriétaire de la richesse, quelque part, potentielle pour produire du méthane. Donc on a les possibilités de gérer notre autonomie, ça l'autonomie c'est important, et de gérer aussi, et ce point-là on l'a peu abordé, mais moi il me paraît fondamental, la qualité de nos approvisionnements. J'ai eu l'occasion de visiter des installations de méthanisation agricole en France, et certaines se sont, entre guillemets, plantées pendant 2 mois, c'est-à-dire que toutes les bactéries ont été rectifiées, parce qu'un camion qui venait d'une usine agroalimentaire, dans son process, avait nettoyé l'usine à l'acide sulfurique, il n'avait pas signalé, et c'était dans le camion. Donc le méthaniseur, 60 jours sans production. C'est pas terrible au niveau économique. Donc il y a ce point qualité est aussi, à mon avis, fondamental. Et si vous travaillez avec des matières végétales de vos exploitations, vous les connaissez, on connaît très bien les analyses, et elles sont régulières. Ça me paraît important dans la démarche. Voilà, c'était le préambule, mais je pense qu'il permet de répondre à beaucoup de questions pour les agriculteurs qui veulent monter un projet. Alors, je vous ai fait un petit schéma qui répond un peu à Madame Bamani, je ne sais pas si elle est là, elle sera contente, parce que en gros, on a un peu d'économie circulaire à travers ce schéma. On part d'une exploitation agricole classique de la région, grande culture, betterave, région naturelle Saint-Quentinois, où je suis en société depuis un certain temps avec mon frère. Sur cette exploitation, à partir de cette exploitation, nous avons monté à 3 associés, donc un agriculteur du village et mon frère, un élevage de porcs, naisseur-engraisseur en 1997, donc il y a 15 ans, un élevage de 400 truies naisseurs-engraisseurs, sur lequel il y a 4 salariés, et qui consomme la totalité des céréales des exploitations concernées. Donc c'est le premier point, si vous voulez, dans la démarche, notre volonté de créer de la valeur ajoutée en milieu rural, et
en même temps de créer des emplois dans notre village. De cet élevage de porc ressortaient bien évidemment des animaux qui sont abattus exclusivement dans la région, hein, dans l'abattoir du Nouvion-en-Tirage dans l'Aisne et l'abattoir de Saint-Paul-en-Ternoise dans le Pas-de-Calais. Et puis sort aussi un effluent d'élevage qui jusqu'ici était utilisé sur les terres agricoles, utilisé en partie en printemps, mais plutôt avant les sipans. Et puis, en 2006, j'ai commencé à m'intéresser à la méthanisation agricole, suite un peu à l'écoute de ce qui se faisait en Allemagne, notamment. Et il y a d'ailleurs eu une conférence à Amiens en 2006 sur le sujet, organisée par la Chambre régionale d'agriculture et le Conseil régional, où des entreprises allemandes étaient intervenues. Mais rapidement, en alignant les chiffres, en 2006, c'était pas la peine d'aller plus loin, parce que les prix de rachat d'électricité ne permettaient pas de monter des business plans équilibrés. Donc c'est tout, j'ai abandonné l'idée. Et fin 2010, le gouvernement de l'époque a relancé la réflexion en se disant quand même, en Allemagne, à l'époque, il devait y avoir à peu près 4000 méthaniseurs. En France, il y en a, on les compte sur les doigts de la main. Il faut quand même faire quelque chose. Donc le gouvernement a revu un peu les tarifs. Et l'arrêté de mai 2011 a permis d'aborder de façon un petit peu plus optimiste la méthanisation dans les exploitations agricoles. Donc à partir de ce moment, on a retravaillé sur le sujet. Ça, c'est la première étape. Elle peut prendre 6 mois, 1 an, ça va dépendre des porteurs de projets. Elle est incompressible et nécessaire. Et elle nous a amené, à un moment donné, il faut dire, c'est go ou no go, quoi. Il faut prendre une décision, on y va, on n'y va pas. Fin juin 2012, on a dit on y va. Ça veut dire que quelque part, on avait dimensionné notre projet, on avait choisi le partenaire avec lequel on allait travailler, qui dans notre cas est AEP Métafrance, et on allait lancer l'ensemble des procédures. Donc, 1er juillet 2012, c'est bouclé. 6 mois pour monter le dossier administratif. Quand je dis monter, les construire. Donc, avec la Chambre d'agriculture, on a monté le dossier ICPE, on a monté le permis de construire. Tout a été déposé en janvier 2013 à la préfecture de l'Aisne. Et on a eu l'arrêté ICPE, donc installation classée pour l'environnement, le 20 décembre 2013. Sachant que la taille de notre unité, qui est 450 kW électriques, est dans la classification enregistrement. Il y a déclaration, moins de 30 tonnes, enregistrement entre 30 et 60 tonnes jour, et plus de 60 tonnes jour, autorisation. Donc l'enregistrement, on est entre les deux procédures. C'est une nouvelle procédure d'ailleurs, qui doit avoir à peu près 2 ans maintenant, sur lesquels il y a une enquête publique, mais une enquête publique par Internet. Donc dans les mairies, la population a l'information du projet, donc les mairies autour du projet. Par contre, elles peuvent consulter tout le dossier sur Internet et faire leurs remarques sur Internet. Il n'y a pas de commissaire enquêteur dans les mairies, ce qui se passe dans le cadre de l'autorisation, qui est la taille du dessus. Donc fin 2013, c'est bouclé sur toutes les autorisations. On démarre les travaux en janvier 2014. On a une chance extraordinaire. Vous savez comme moi, l'hiver 2013-2014, pas de gel. Donc la maçonnerie, janvier-février, ça s'est pas arrêté, on a continué. Et donc les travaux étaient très avancés fin août. Aujourd'hui, on attend que EDF vienne basculer la poignée pour qu'on ait de l'électricité pour pouvoir déjà tester toutes les machines, parce qu'avant de mettre en route, il faut tester. Donc là, on n'a pas encore fait cette phase de test. Si tout va bien, on va remplir, je pense, début décembre et produire de l'électricité à partir de fin janvier et début février. Donc un délai beaucoup plus court que ce qui était annoncé finalement tout à l'heure. Non, le délai il y a une phase de réflexion. Dans celle-ci, comme j'ai dit, suivant les porteurs de projet, elle est variable. Là, à partir du moment où on a pris la décision, grosso modo, on est un peu plus de 2 ans et demi, quoi. 6 mois pour monter le dossier, 1 an de procédure administrative et une bonne année de construction. Voilà. Alors, Monsieur Évrard, on va revenir avec vous sur le sujet des fournisseurs, parce que c'est quelque chose qui est primordial dans un projet méthanisation. Si on fait un petit peu justement là-dessus et les conseils qu'on peut apporter. Oui, alors juste je voulais faire une petite remarque. Je ne vais pas revenir sur le rôle du monde agricole, sur le rôle que doit jouer le monde agricole dans la méthanisation. Ça a été souligné par beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a 2 représentants sur 3 vraiment du monde agricole ici. Il y a un petit truc complémentaire. Monsieur Lequeux disait le monde agricole détient une part de gisement importante qui peut être méthanisée. Oui, mais en toute objectivité, ça ne suffit pas toujours, à moins d'avoir des grosses quantités d'effluents notamment.
Donc il faut s'appuyer sur d'autres gisements, c'est ça dont je vais vous parler après. Et le monde agricole, il est aussi incontournable dans la valorisation du digestat, puisque M. Lequeux disait, en étant agriculteur, on maîtrise la qualité de ce qu'on va mettre dans notre digesteur, mais quand vous êtes méthaniseur, vous maîtrisez aussi la qualité de ce que vous allez épandre sur vos terres agricoles. Voilà. Donc c'est un autre point important, et il faut que le monde agricole se mouille là-dedans. Maintenant, la méthanisation n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des écueils administratifs, notamment réglementaires. Mais il y a aussi une autre chose, effectivement, qui est sur le gisement. J'ai l'habitude d'utiliser une petite image quand je parle de méthanisation à des gens qui ne connaissent pas forcément, ce qui n'est pas le cas des gens que j'ai en face de moi. Mais je dis que voilà, construire un méthaniseur, se lancer dans cette aventure-là sur au moins 15 ans, c'est comme le fait de s'asseoir sur un tabouret, un trépied. Quand il manque un pied, on tombe. Et il ne s'agit pas d'avoir un pied très très fort qui rattrape un plus faible. Si le plus faible, à un moment, lâche, on tombe. Et ces 3 pieds, ce sont le gisement. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à manger à notre méthaniseur pendant 15 ans pour assurer la production de gaz? Qu'on fasse de l'injection derrière ou qu'on fasse de la cogénération, de toute façon, l'économie d'une unité de méthanisation repose avant tout sur la vente de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Qu'est-ce qu'on va faire de notre gaz? Puisque finalement, quand on a fait du gaz, soit on va faire de la cogénération, alors c'est pas trop compliqué d'injecter la part électrique sur le réseau électrique, mais comment valorise-t-on notre chaleur? Parce que je valoriserai d'autant mieux mon électricité que je valoriserai bien ma chaleur. Donc encore faut-il avoir un débouché chaleur local. Enfin, M. Lequeux nous l'a expliqué, lui, il a trouvé cette solution-là. Ou alors, si je fais de l'épuration de mon biogaz en biométhane pour injecter, est-ce que je dispose à une distance correcte d'un réseau de distribution de gaz qui me permet d'injecter toute la quantité de gaz que je vais produire pendant toute l'année? Parce que quelqu'un l'avait souligné tout à l'heure, un méthaniseur, on l'arrête pas le soir pour le redémarrer le matin et on le coupe pas 2 semaines l'été pour partir en vacances. Ça tourne 365 jours par an, 24 heures sur 24, et vous produisez ou de l'électricité ou du biométhane tout le temps. Donc la valorisation du biogaz est aussi une problématique. Et le troisième pied de notre trépied, c'est la valorisation du digestat. Et effectivement, là, quand on est agriculteur et qu'on porte son projet, ou qu'on a au moins un pool d'agriculteurs autour de la table, ça amène quand même le plan d'épandage qui est pas nécessaire, mais qui est incontournable pour le développement d'un projet. Donc tout ça, ça m'amène à dire, et c'est un message que je martèle dans pas mal d'interventions que je peux faire, c'est que la méthanisation, ça ne se décrète pas. On ne décrète pas de faire une unité de méthanisation sur tel ou tel territoire. C'est bien un contexte local, il faut réunir plusieurs conditions pour se dire, à cet endroit-là, il y a effectivement, il apparaît opportun d'étudier la possibilité de mettre en place une unité de méthanisation. Parce qu'il y a un gisement, agricole certes, industriel agroalimentaire éventuellement, avec des gisements urbains aussi s'il y a une collectivité qui se mouille dans l'affaire. Il y a une valorisation possible et intelligente de l'énergie qu'on va produire. Et enfin, on n'est quand même pas trop éloigné des zones agricoles d'épandage pour pouvoir valoriser notre digestat de manière intelligente aussi et de proximité. Donc finalement, la méthanisation pour moi, c'est lié à un territoire. Quand on parle de méthanisation territoriale, de méthanisation agricole, pour moi, il n'y a pas grande différence. Il faut que le territoire présente toutes les conditions, enfin que toutes les conditions soient réunies pour développer un tel projet. On part quand même sur des investissements qui sont lourds. Il faut des partenaires fiables autour, quoi. Alors, M. Domblin, le territoire était vraiment propice sur Gauchy. L'accélérateur, ce fut quoi au final? Alors justement, oui, le territoire picard est propice aux projets à la fois agricoles et territoriaux, parce que le gisement d'industrie issu des industries agroalimentaires et des collectivités est très important sur une grande moitié nord de la France. Donc sur le projet de Gauchy, c'est un projet qui a été initié en 2009 par Soprocos dans le cadre d'une politique environnementale de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui passe par la consommation d'énergie verte. On n'a pas du tout parlé aujourd'hui de tout ce qui est certificat de garantie d'origine, mais c'est un des enjeux de l'injection de biométhane qui permet aussi de doper, de valoriser les projets de méthanisation. Le projet a été initié en 2009, on est aujourd'hui en 2014, on est sur un projet qui est autorisé aujourd'hui, donc qui bénéficie du go de l'administration pour la construction, et sur lequel on est en fin de bouclage contractuel, avec des coopératives issues du monde agricole pour une fourniture de base énergétique qui est de l'issue de silos,
Je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur la culture énergétique, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est un enjeu important. Et avec des gens du déchet qui ne sont pas présents aujourd'hui, donc je ne détaillerai pas, c'est pas la peine, mais qui ils sont plusieurs autour de table. On a un tour de table qui est varié et qui prend en compte l'ensemble des gens du territoire. Donc c'est une nécessité absolue d'avoir autour de table des projets, les gens qui connaissent les gisements, qui sont issus du cru et qui connaissent effectivement les enjeux. On a parlé de plan d'épandage à l'instant. L'épandage, effectivement, c'est une donnée qui est essentielle au projet. On demande une participation à l'agriculteur parce que on lui apporte des nutriments et notamment de l'azote ammoniacal qui a une valeur d'amendement qui est intéressante pour lui. Mais il faut garder en tête que l'ensemble de la filière épandage, ça reste un coût pour l'installation. Et pour le projet, il faut qu'on réfléchisse bien aux problématiques des agriculteurs sur un territoire donné pour savoir quels sont les seuils qu'on va pouvoir épandre et surtout quel est le type de produit et quel est le type de post-traitement qu'on va mettre en œuvre sur les digestats pour essayer de répondre au mieux aux problématiques des agriculteurs. Alors monsieur Lequeux, justement, allez-y, je pense que vous voulez revenir. Je vais continuer la réflexion parce que j'ai projeté le graphique, mais j'ai pas... Donc on a toutes les autorisations, on a construit. Qu'est-ce qu'on met dans le digesteur? Parce que j'ai pas répondu à la question. Donc on met des effluents d'élevage qui sont le lisier de porc qui est sur place. Ensuite du fumier de cheval essentiellement. C'est-à-dire qu'on a passé des accords avec des clubs épiques locaux avec qui on fournit la paille, notre paille, et on récupère le fumier qu'on met dans le méthaniseur. C'est un élément qu'il faut regarder parce que vous savez qu'avec la directive nitrate numéro 5, il y a des contraintes de stockage de fumier avant stockage en bout de champ de minimum 2 mois, si je ne me trompe pas. Et les clubs hippiques ne sont pas forcément équipés en silos de stockage de leur fumier pendant 2 mois. Donc plutôt que le club hippique investisse dans des dalles béton et du stockage, autant qu'ils viennent directement dans les méthaniseurs des agriculteurs. Je pense que là, il y a des choses à réfléchir. Ensuite, en termes de résidus de culture, on va passer des pulpes de betterave. On est producteur de betterave, on est très proche de la sucrerie. Donc on va repasser nos pulpes. Dans le schéma, on envoie nos betteraves, le sucre est extrait et on récupère nos pulpes. Et puis quelques déchets d'industrie de légumes. Donc voilà ce qu'on rentre. On va sortir d'électricité, comme je vous ai dit, 450 kWh. Donc on va produire 3 600 000 kW par an, ce qui fait à peu près la production de 700-800, la consommation de 700-800 ménages environ. Et puis on va produire de la chaleur. Alors ça c'est un point important, parce que dans le modèle économique, et ce matin Madame Bamani vous en a parlé, dans le tarif, il y a, pour atteindre les 20 centimes, il y a 4 centimes de valorisation de chaleur. Un moteur qui fonctionne, on a besoin de le refroidir, et dans le cas présent, ça produit autant de chaleur que d'électricité. C'est-à-dire qu'un moteur de 450 kWh produit 460 kW de chaleur. Une partie de la chaleur est consommée par le process. Il faut chauffer le digesteur, chauffer les post-digesteurs, disons entre 20 et 25% suivant les process. Et le reste, si vous en avez une utilisation en substitution d'énergie fossile, à ce moment-là, vous pouvez avoir accès à une prime qui peut aller à 4 centimes du kilowatt. Donc vous passez de 16 centimes à 20 centimes. C'est 25% du chiffre d'affaires. Donc c'est important, dans nos modèles économiques agricoles, de méthanisation, de valoriser la chaleur. Donc nous, la valorisation de la chaleur, on va la faire, d'une part, on investit dans un séchoir très polyvalent. On va sécher du maïs, en gros octobre-novembre, maïs qui est consommé sur l'élevage de porc. Donc aujourd'hui, le maïs faisait 20 km pour aller à la coopérative, était séché avec du gaz ou du fioul lourd, on allait le rechercher et on le ramenait pour le stocker. Demain, le maïs, il est sur place, séché, sur place. Ensuite, entre décembre et le mois d'avril, on va chauffer l'élevage, parce que les porcelets ont besoin de chaleur, pour la moitié de la chaleur, et on va, avec une jeune agricultrice de notre village qui va s'installer au bout de la méthanisation et qui va construire une serre fruits rouges, on va chauffer sa serre pendant 6 mois. Donc on va partager la chaleur l'hiver. Et ensuite, à partir du mois de mai, on va chercher des pistes de séchage, notamment on va sécher des pulpes de betterave. Aujourd'hui, les pulpes que consomme l'élevage, environ 150 tonnes, viennent de la sucrerie où elles ont été séchées, avec du fioul lourd. Demain, elles seront séchées sur place, avec de la chaleur de la méthanisation. Donc ça, c'est important de tendre vers les 4 centimes. Nous, c'est notre objectif. Et puis le dernier point pour terminer dans le graphique, et celui-là, il est très important, c'est le digestat.
C'est pour boucler l'ensemble, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous produisez votre carbone, vous récupérez la totalité de vos sous-produits et vous en rajoutez un peu. À la sortie, vous avez un digestat qui est relativement riche en termes d'azote, d'acide phosphorique et de potasse. Parce que la méthanisation, à part le carbone, tout ce qui est à l'entrée, c'est à la sortie. Vous réduisez rien du tout. La seule chose que vous faites, c'est que vous changez un peu la forme de l'azote. Vous passez en azote un peu plus assimilable par la culture. Et là, il y a un point qui me paraît fondamental. Je ne partage pas tout à fait ce qu'a dit mon voisin, que le digestat, il y avait un coût. Je pense que plutôt, il y a un retour économique intéressant pour les agriculteurs si il est utilisé à bon escient, au bon moment. Les agriculteurs qui sont dans la salle savent comme moi que nos plantes consomment énormément d'engrais pour leurs besoins, ce qui est normal. Grosso modo, entre le 1er mars et le 30 juin, suivant les cultures. Septembre, octobre, novembre, à part quelques dérobés, on a des consommations plus faibles. Donc il y a tout intérêt à épandre notre digestat entre le 1er mars et le 30 avril sur des cultures de céréales, sur des cultures de maïs ou même avant des cultures de betteraves. Mais pour arriver à faire ça, il faut être équipé en matériel. Vous n'allez pas faire ça avec une tonne à lisier, avec la tonne de 20 mètres cubes et le tracteur qui fait 40 tonnes dans votre champ de blé. Donc nous, on a investi dans un système d'épandage 100 tonnes, c'est-à-dire un tracteur qui tire une rampe de 15 mètres, il tire un tuyau. On a 2 km de tuyaux qu'on peut dérouler dans les champs. Et on a un débit de pompe à 200 mètres cubes heure, ce qui nous permettra au printemps d'épandre sur les blés, sur les escourgeons, avant les maïs et avant les betteraves, 80% de notre digestat. Et là, je pense qu'on arrive globalement à une cohérence assez intéressante du modèle. Donc voilà un peu comment on va fonctionner. Tout ça, c'est lancé. Maintenant, j'espère que ça va marcher, parce que c'est quand même un enjeu assez important. C'est pour début janvier, c'est bien ça. Oui, fin janvier, début février, la production. Oui. Donc l'économie circulaire prend tout son sens. Et aussi l'intégration locale, quand on voit que vous arrivez à faire venir des agriculteurs de proximité pour revendre de la chaleur, que vous fournissez de la paille et puis vous récupérez le lisier. Enfin, voilà, c'est aussi très important. Vous avez travaillé combien de temps justement sur ce lobbying local? Parce que finalement, c'est aussi la clé de la réussite de votre projet. C'est pas oui, on peut dire du lobbying local, c'est plutôt d'être à l'écoute de ce qui se fait et puis de répondre un peu en même temps à la question que vous avez posée à mon voisin sur l'accessibilité du projet par le voisinage. Bon, et là, je pense qu'aussi les agriculteurs ont un rôle à jouer. Si on est dans le village, on participe à la vie du village, notamment dans le conseil municipal, et que l'habitant du village, il n'a pas l'image seulement négative de l'agriculteur qui rentre à 2h du matin avec sa moissonneuse-batteuse en faisant du bruit, mais que c'est un voisin avec qui il vit tous les jours et qu'on est gagnant-gagnant, les projets sont plus facilement acceptés. Je pense que ça fait partie aussi de notre engagement sociétal en milieu rural dans nos villages. Et si en plus vous créez des emplois et que ces emplois habitent dans le village, c'est que des éléments positifs qui peuvent vous aider à faire passer des projets. C'est jamais gagné. Je l'ai su il y a 15 ans avec l'élevage de porc, c'était pas facile. Mais bon, une fois que c'est passé, après c'est accepté, je pense qu'il n'y a pas de souci. L'acceptabilité. Alors on parle des projets industriels, projets agricoles, M. Evrard, les collectivités sont aussi en ordre de marche. On a des exemples de mégalopoles, comme San Francisco notamment, qui retraite 77% de ses déchets, qui a un objectif à zéro déchet dans les années à venir. Où en sommes-nous, sur notre territoire en tout cas, sur les collectivités, sur ces engagements de méthanisation notamment? Les collectivités, il n'y a pas de cas général. En fait, il faut vraiment regarder au cas par cas. Alors nous, on a la chance et on s'appuie là-dessus, qu'on a 15 ans d'expérience auprès des collectivités par le groupe Agriopal. Quand je vous dis qu'on développe la méthanisation agricole ou territoriale, en fait, on s'appuie sur 15 ans de travail avec les agroalimentaires, les industriels agroalimentaires, avec les collectivités locales qui sont autour de nos sites de compostage. Et aujourd'hui, on gère déjà, bon an, mal an, aux alentours de 100 000 tonnes de déchets organiques. Donc ça nous donne un vivier dans lequel on peut aller piocher. Si on perd un gisement au local, on va rechercher. Donc les collectivités, on avance, nous, avec certaines collectivités qui ont l'objectif de valoriser un maximum des déchets produits sur le territoire. Alors tout ce qui est déjà trié, le plastique, le carton, tout ça pose plus de soucis. Mais on considère que c'est de l'acquis. Enfin, quand je dis on considère, quand on fait des perspectives sur réduire de X% les quantités enfouies ou les quantités de déchets, on considère que ça c'est de l'acquis. Donc aujourd'hui, il reste essentiellement à travailler sur la fraction organique qui est encore présente dans les ordures ménagères. Alors ça pose des problèmes technologiques, ça pose des problèmes réglementaires aussi, donc c'est pas simple.
Et je pense que les gros projets incluant ce type de déchets vont mettre un peu plus de temps à sortir, parce que le contexte est encore un petit peu flou, et notamment il y a des interactions avec l'Europe et ce qu'on appelle la sortie du statut de déchet qui font que pour se lancer aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je voudrais juste réinsister sur quelque chose. Tout à l'heure, je disais que le développement de la méthanisation doit pour moi se faire de manière concertée. C'est que, vouloir 1500 méthaniseurs en France, c'est un bel objectif, mais encore faut-il savoir de quelle puissance on parle. On devrait dire X mégawattheures électriques ou X normomètres cubes de biométhane injecté. Le nombre de méthaniseurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, il y a des territoires qui pourront accepter un grand nombre de méthaniseurs. D'autres, avec 1 ou 2 méthaniseurs dans un département, on sera vite comblé. Donc quand je dis que ça doit se faire de manière concertée, c'est qu'il faut que je pense que les porteurs de projets se connaissent au moins et aient l'habitude de travailler en réseau. On est en France dans une logique où chacun essaie souvent de développer son projet dans son coin, on le garde un petit peu secret et puis on le fait sortir au dernier moment. Puis au moment où ça sort, on se rend compte qu'il y a son voisin qui avait le même projet. Et puis finalement, au lieu d'avoir trouvé peut-être une synergie, on devient concurrent. Justement concurrent sur la ressource quand on parle de méthanisation. Donc il faut, je pense, entrer dans cette logique-là. Nous, on l'a eu dans le développement de nos unités de compostage, il y a 15 ans. Si on a décidé de se regrouper, d'avoir une douzaine d'agriculteurs qui gèrent 9 sites aujourd'hui, on se rend compte de l'intérêt et de la synergie que ça apporte. Parce que quand vous allez voir un industriel agroalimentaire qui produit une grosse quantité de déchets, et parfois de manière très saisonnière, si vous y allez tout seul en disant « bah ouais, j'ai un site de compostage en déclaration, je peux traiter 10 000 tonnes par an », et l'industriel il vous dit bah, « moi j'en ai 5 000 tonnes en 2 mois ». Bah, si vous êtes tout seul, vous ne faites rien. Si vous connaissez au moins les gens qui sont autour de vous, ou que vous avez réseauté un petit peu, bah, vous dites oui, on va pouvoir vous les prendre, on va s'organiser, ça va être réparti sur plusieurs sites, on va savoir accuser les à-coups de votre production. C'est vrai sur le compostage, c'est encore plus vrai demain sur la méthanisation, puisque la méthanisation demande de la régularité dans l'approvisionnement. Donc, le plus possible de régularité. Ce qui fait que si vous êtes tout seul pour un gros gisement comme ça, très saisonnier, vous ne pourrez jamais dire oui, parce que vous ne changez pas, c'est comme une vache. Hein. Un méthaniseur, c'est comme une panse de vache. Il faut une ration la plus régulière possible. Si du jour au lendemain, vous lui changez sa ration alimentaire, soit elle ne va plus produire de lait, soit elle va... vous allez tout dérégler le système digestif, déjà. Hein, et c'est ça qu'on appelle planter un digesteur. Monsieur Dombly d'en parler... Non, c'est Monsieur Lequeux qui en parlait. Voilà, une cuve d'un produit pas adapté, et vous plantez la biologie de votre digesteur, et après, vous ramez longtemps pour redémarrer. Hein. Donc voilà, ça peut être par rapport à un polluant, mais ça peut être aussi par un changement de ration alimentaire. C'est peut-être pas très gracieux de le faire là, mais c'est le principe de la tourista. Hein. Voilà. Vous partez en Crète, vous dire le régime crétois c'est très bien, mais quand vous passez du régime français Picard au beurre au régime crétois du jour au lendemain, ça peut parfois faire bizarre. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans un méthaniseur. Donc on a besoin de se connaître et d'échanger entre nous, notamment sur le gisement. Je parle un peu cash, mais, non, mais comme je le pense. C'est tout à fait bien imagé en tout cas. Alors on va passer maintenant aux questions-réponses. Monsieur Dombly, peut-être vous vouliez rajouter quelque chose avant d'échanger. 2 remarques très rapidement sur le maillage territorial de méthaniseurs. Il est absolument nécessaire de se concerter et de regarder ce qui est initié sur le territoire. Les ADEME des différentes régions sont de plus en plus transparentes sur les développements en cours, et elles sont de plus en plus force de proposition pour donner des informations sur la pertinence, sur la taille des projets qui sont initiés. Donc j'encourage vraiment les porteurs de projets à se diriger vers l'ADEME sur la pertinence d'un projet à tel endroit. Deuxième point, très rapidement, on a parlé des cultures énergétiques tout à l'heure, où on a une position française qui est très dogmatique, de manière assez saine à la base, parce qu'on essaie d'éviter le modèle allemand, où on l'a dit, c'était un modèle effluent d'élevage maïs, mais l'effluent d'élevage ayant un pouvoir méthanogène très faible, le maïs qui était introduit dans ces méthaniseurs représentait 90-95% de l'énergie produite. En plus de ça, on faisait des unités de très très grosse taille, de manière à avoir des économies sur le montant d'investissement, ce qui permet que le méthaniseur ait un bilan d'approvisionnement en entrée qui soit payant, c'est-à-dire que le méthaniseur achète. Ce n'est pas du tout la vision française, et on réfléchit aujourd'hui à un décret qui exclut définitivement la culture énergétique du plan d'appro des méthaniseurs. 2 points par rapport à ça. Le premier, c'est que la culture énergétique, si elle représente que 5 à 10% du tonnage et moins de 25 ou 30% d'énergie produite, elle a la capacité d'être stockée dans un coin de l'exploitation et de pallier à la saisonnalité d'un déchet ou à un souci d'exploitation à un moment donné. Donc
elle est très confortable pour l'exploitant et elle rassure beaucoup les financeurs en ce sens-là. Et le deuxième point, c'est pas le cas en région Picarde, mais on a notamment un cas d'un projet qu'on développe plus au sud de la France, où les agriculteurs ont une très grosse problématique, au vu des exigences de la PAC, d'un manque de diversité de têtes d'assolement. Et quand on a une culture intensive céréalière et qu'on fait que du maïs et du soja par exemple en tête de culture, on a de plus en plus apparition sur des zones de protection de nuisibles, d'insectes, de problèmes de perte de rendement. Apporter une nouvelle tête d'assolement qui pourrait être dédiée à la méthanisation, ça permet de limiter déjà la quantité de produits phyto qu'on va mettre sur cette culture-là, parce qu'avoir un peu d'herbe ou un peu d'insectes, c'est pas grave pour une culture qui a pour but d'être méthanisée, et ça permet de soulager l'agronomie locale et d'avoir des solutions autres pour un assolement chez un agriculteur qui va être dans tous les cas réduit en termes de disponibilité pour la méthanisation. Il va accorder que 20% de ses terres à une nouvelle tête d'assolement qui va être un sorgho, qui va être une autre type de culture, qui va demander peu d'eau, très peu de produits phyto et qui va diversifier les solutions de valorisation des produits chez les agriculteurs. Donc il y a des régions où ça a du sens et où on a le soutien des chambres d'agriculture. Et on essaie de lutter pour que ce ne soit pas ferme et définitif et pour qu'il y ait des solutions d'exclusion sur ce type de loi-là, parce qu'il y a des endroits où ça a beaucoup de sens et les agriculteurs sont vraiment derrière nous. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. On peut les applaudir, s'il vous plaît, sur ce retour d'expérience.